en ce samedi après-midi. Avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais vous rappeler les gens qui se sont excusés ou qui ont donné procuration. Monsieur Mohamed Boumekik à Monsieur Clazen, Madame Ananiche excusée en raison d'un décès dans la famille, Sibel Ildirim excusée, Pierre Ndiaye procuration à moi-même, Monsieur Philippe Egloff à Monsieur Bafir, Monsieur Jonathan Estrada à Madame Piesta et Fanny Fogelgesang à Madame Kermaoui. Oui. Ah. Elle peut pas donner. Elle non. donne à qui? C'est une personne. Tu peux pas avoir. Oui. Bon. Oui, j'ai compris, Karim. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, on va donc passer à l'ordre du jour. Ah ben la voilà. Ah ben elle est là. C'est bon. Ok. Très bien. Parfait. Bon, alors vous avez peut-être été interpellé par rapport au positionnement, mais c'est tel qu'elle figure dans la liste officielle, je dirais, du conseil municipal. Donc on a aussi mis en place les caméras, il y en a une dans chaque coin de la salle, une autre qui peut prendre en enfilade des deux côtés. On a respecté aussi le côté public, puisque le public est présent. Et puis, on va passer à l'ordre du jour. Au préalable, est-ce que vous aviez justement des remarques à formuler par rapport à l'approbation du dernier PV du 14 mars 2021? S'il n'y a pas de remarques, on va passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le reste. J'avais aussi pris, rappelez-vous, en liaison avec la majorité, un règlement du conseil municipal actuel qui avait été élaboré en concertation avec l'opposition. On a accédé à vos demandes, d'autant plus que l'article 26 intégrait les débats sous forme synthétique. Il n'y a pas eu, je dirais, de remarques formulées par le contrôle de légalité, ce qui prouve bien que nous sommes dans les règles à ce niveau-là, d'autant plus que ce règlement est un peu spécifique à de nombreuses communes, puisqu'il reprend, j'allais dire, l'essentiel du débat dans un ensemble cohérent et homogène. Point 2, mission et conseil à assistance. On va laisser Madame Marie Adami s'en expliquer avec le renouvellement des contrats assurance. Oui, bonjour à tous. Donc en effet, le point numéro 2 consiste au renouvellement du contrat des assurances. Alors, l'échéance arrive au 31 décembre 2021 et donc il convient de relancer une consultation. Alors c'est pourquoi nous vous proposons de demander au cabinet Arima, consultant associé à Strasbourg, d'analyser les besoins de la collectivité et d'élaborer les dossiers de consultation. Pour un coût de 2400 € TTC, donc il vous est proposé donc de confier cette mission à ce cabinet Arima. Alors je vais quand même vous donner quelques explications. Donc il faut savoir que le contrat actuel a commencé au 1er janvier 2018 et donc jusqu'au 31 décembre 2021. Alors en effet, en 2017, quand il a fallu revoir les assurances, on avait déjà fait appel au cabinet Arima
pour revoir un peu nos contrats et voir un peu tout ce qui correspondait et ce qui correspondait pas à notre collectivité. Alors il faut savoir que grâce à l'étude de ce cabinet, nous avons pu bénéficier sur les 4 ans de 81 974 € et 89 centimes. Donc c'est quand même une économie non négligeable. Et donc c'est pourquoi il est proposé donc à ce cabinet de refaire le travail et puis de lancer donc les consultations. Alors si je peux préciser, effectivement aujourd'hui nous avons 3 lots concernant les assurances. Nous avons le premier lot concernant la multirisque, les dommages aux biens et aux risques, donc qui est à la Maïf. La responsabilité civile et l'ensemble des véhicules à la SMACL. Et la protection des agents et des élus à Groupama. Donc voilà, pour vous donner l'explication des assurances au jour d'aujourd'hui. Y a-t-il des questions? On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 3, proposition de renouvellement de la convention financière relative à la participation aux frais de fonctionnement de la prévention spécialisée à Farébert-Zuller. C'est une convention tripartite qui nous a été envoyée par le département et qui regroupe en intercommunalité Hambourg, Frémin-Merlebach, Tédin et Farébert-Zuller. Donc nous avons une quote-part à payer à hauteur de 22 487 € pour la partie concernant Farébert-Zuller. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le point 4, c'est une information au conseil municipal par rapport à ma délégation. Donc vous avez 4 libellés. La cotisation 2021, l'Union des maires du canton de Frémin-Merlebach, à hauteur de 280 €. C'est systématique, c'est toutes les communes du canton, les 11 communes, qui payent au prorata de leurs habitants. On a également une cotisation qu'on honore auprès de l'association des propriétaires de Frémin-Merlebach à hauteur de 40 €. Vous me direz pourquoi, mais parce qu'il y a le côté juridique intéressant, étant donné que nous sommes nous-mêmes bailleurs, on a des questions particulières à leur poser parfois, et surtout ils ont un espèce de bulletin mensuel où ils développent tout le côté juridique auquel on pourrait être confronté. Conseil national des villes et villages fleuris, donc c'est une adhésion à hauteur de 225 €. C'est une obligation pour garder le label fleur. Si on ne cotisait plus, on nous demanderait d'enlever nos fleurs des panneaux. Et enfin, la Fédération départementale des maires et présidents d'EPCI, 100 €. Et donc là, on y souscrit aussi. C'est également intéressant parce que je suis intervenu plusieurs fois à la foire des congrès à Metz pour défendre des projets importants pour la collectivité, et toujours intéressant de prendre la parole pour défendre la cause de la ville. Voilà, c'est une information. Le point 5 concerne le débat d'orientation budgétaire. Nous avons déjà en amont travaillé aussi bien avec la commission des finances qu'avec la commission des travaux. Mais Marie va se faire un plaisir de nous développer, si vous voulez, les orientations, le fonctionnement,
sachant que ce qui nous intéresse surtout, c'est de conserver la capacité financière importante au niveau, je dirais, du remboursement des emprunts et surtout de garder ce qu'on appelle une capacité d'autofinancement très forte. Et d'ailleurs, par rapport à nos candidats qui avaient, je dirais, voulu être DGS, nous leur avons posé à toutes la même question, et il est ressorti de la plupart des personnes que nous avions, je dirais, des reins solides pour mener à bien des opérations par rapport au programme Petite Ville de demain. Alors peut-être qu'en cours de séance, je vous présenterai la personne que nous avons retenue. Nous avons souhaité qu'elle soit à la fois conseillère pour toutes les affaires de la ville, chef d'orchestre, intermédiaire entre le corps électoral et les élus que nous sommes, qu'elle sache concevoir le budget, qu'elle anime et veille au travail du personnel, qu'elle suive les évolutions, je dirais, de tous nos projets, et surtout qu'elle soit à la fois, je dirais, diplomate, organisatrice et technicienne. Alors tout à l'heure, en cours du débat, la personne viendra et fera peut-être taire certaines rumeurs. Voilà. Alors Marie, vas-y. Je te laisse le dur travail qui t'attend. Alors tout d'abord, le cadre juridique du débat d'orientation budgétaire, il faut savoir que c'est une étape obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants. Et le débat donc doit se tenir dans un délai de 2 mois avant le vote du budget. Alors je pense que vous avez pris connaissance, vous avez tous eu les documents, je ne vais pas faire une lecture fastidieuse. Je vous propose donc de passer directement à la loi des finances. Alors pareil, je ne vais pas vous faire lecture de la loi des finances. Et d'ailleurs, dans notre débat, dans notre document, nous avons seulement énuméré certains critères qui nous semblaient pertinents. Alors, il faut savoir que cette loi des finances a quand même été impactée par la pandémie que nous traversons. Et donc, en effet, il y a eu certaines rectifications. Alors, concernant les principales dispositions, concernant les dotations, les transferts financiers de l'État aux collectivités en baisse dans la loi des finances 2021. Donc ils incluent dans ce transfert financier la totalité des concours financiers de l'État majoré des subventions des autres ministères, des contreparties des dégrèvements législatifs, des produits des amendes de la police de la circulation des radars, ainsi que la fiscalité transférée et le financement de la formation professionnelle, donc qui atteint un montant de 104,4 milliards d'euros, soit une baisse de 10% par rapport à 2020. Cette diminution est directement liée à la suppression des dégrèvements de taxes d'habitation jusqu'en 2021. Vous le savez, on en avait parlé l'année dernière. Et donc, il y a des compensations pour le bloc communal. Les concours financiers de l'État, donc ils totalisent tous les prélèvements de recettes de l'État au profit des collectivités locales, ainsi que des crédits du budget général relevant de la mission Relations avec les collectivités.
les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités. Et la loi de finances prévoit également une minoration très limitée des variables d'ajustement de 50 millions d'euros pour 2021, qui sont uniquement fléchés vers les départements et les régions. Les dotations de soutien à l'investissement local qui est stabilisé depuis 2019. Donc on y retrouve la dotation politique à la ville pour 150 millions d'euros, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, que vous connaissez tous, on l'avait sollicité cette année, pour donc 1 046 000. La dotation de soutien à l'investissement local, le DIL, idem, nous l'avons sollicité aussi. Donc, l'application progressive de la date d'entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA, c'est le fonds de compensation de la taxe de la valeur ajoutée. Concernant les péréquations, nous avons une hausse de la péréquation verticale, la réforme des indicateurs financiers, donc qui reflète par la suppression donc de la taxe d'habitation, la part départementale du foncier bâti vers les communes, la fraction TVA aux EPCI à fiscalité propre ainsi qu'aux départements, la compression liée à la réforme des valeurs locatives des locaux industriels. Concernant les mesures fiscales, nous avons une baisse des impôts de production, la baisse du taux de cotisation de valeur ajoutée des entreprises, baisse du plafonnement de contribution économique territoriale et la révision des valeurs locatives aux établissements industriels, donc là directement lié à la Covid. Alors, suppression de la part régionale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc, dans la lignée du plan de relance, cet article a pour objectif de favoriser la relance économique. Donc, effectivement, ça concerne les entreprises. C'est la cotisation de la valeur ajoutée en fonction du chiffre d'affaires et la cotisation foncière des entreprises assise sur la valeur locative des biens de l'entreprise. Donc, il y a eu des modifications, vous le voyez, c'est un peu petit à l'écran, mais vous l'avez sur les feuilles. Aujourd'hui, la répartition et à compter de 2021, la future répartition. Il y a également une baisse du plafonnement de la contribution économique territoriale, toujours pour ne pas pénaliser les entreprises. Marie, si tu permets, oui. On va faire une légère interruption. Je vous ai parlé en début de séance de la venue du DGS. Il est au fond de la salle. Monsieur André Villemout, vous pourriez venir. Donc c'est le DGS de la ville de Saint-Avold qui nous fait l'honneur de devenir le prochain DGS. Nous aurons plus longuement à le connaître par la suite. Il a ses lettres de référence, il aurait pu aller en Alsace, il aurait pu aller un peu partout. Il a préféré venir chez nous à proximité. Il a l'expérience requise, comme je le disais tout à l'heure, pour mener à bien, je dirais, tout ce qui a trait à la gestion et au fonctionnement de la ville de Fars-Eberswiller en liaison avec les élus. Monsieur André Villemout, avez-vous quelque chose à rajouter? C'était très heureux d'être là. Merci. Très bon travail, impliquer la politique
très heureux d'être là, vraiment. J'ai hâte de pouvoir travailler avec vous, collaborer avec vous, pour que d'un commun accord, tous, on puisse continuer à rendre cette ville attractive et à faire du mieux possible pour tous les habitants de la commune, dans l'intérêt général des habitants. Donc il nous rejoindra mi-avril à peu près. Voilà. Ben, merci d'être venu et si puis, je peux me permettre, bon courage Monsieur pour la Villemout, suite des Monsieur événements. Villemout. Ça marche? Ouais. Monsieur Villemout, permettez-moi au nom du groupe Agir Ensemble pour notre avenir, le groupe d'opposition, force de proposition, de vous souhaiter la bienvenue à Farin-Berzulaire. On voit que l'oiseau dans la cage, vous l'avez trouvé. L'oiseau rare. Oui. Sans que ça fait plaisir. Donc soyez le bienvenu. Ouais. Donc vous voyez que les fausses rumeurs de Madame Soleil n'ont pas abouti non plus. Et vous continuez à les alimenter, les fausses rumeurs. Des fois, les fausses rumeurs font et elles nous permettent d'évoluer, de construire les choses intelligemment. Voilà. On en a besoin par les On en a très besoin, donc je me suis permis de lui souhaiter la bienvenue. Oui. Donc vous êtes déjà dans un autre débat. Donc alors qu'à l'instant, il parlait d'un rassemblement. On parlait d'intérêt général. Oui, non, mais... Encore aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est très difficile. En tout cas, en lui souhaitant lui la bienvenue, bonne chance dans cette nouvelle aventure, quoi. Très simplement. Ce que vous oubliez de dire, c'est que vos questions précédentes concernant l'arrivée de la personnalité ne reflétaient pas votre point de vue actuel. Mais bon. Je pense qu'heureusement qu'on était là et on a été vigilants. Ouais. Je le pense très sincèrement. Mais en tout cas, tant mieux, quoi. Oui. Très bien, tant mieux. Comme quoi, le débat permet de faire avancer les choses, monsieur le maire. Oui, très bien. Voilà. On coupe court à la... Et puis, vas-y, Marie. Donc, je continue donc sur les mesures fiscales. La division par 2 des valeurs locatives des établissements industriels, la simplification de la taxe de la consommation finale d'électricité. Je vous fais part de l'explication, hein, vous les avez sur les documents. L'adaptation de la taxe d'aménagement en vue de lutter contre l'artificialisation des sols. La suppression des taxes à faible rendement. Et l'ajustement de la gestion des taxes d'urbanisme. Alors, je vous propose donc de reprendre le tableau que nous avons l'habitude de présenter pour nous comparer avec la strate. Donc je vous rappelle, la strate, ce sont l'ensemble des communes de 5 à 10 000 habitants, donc strate dont nous faisons partie. Alors l'année dernière, lors du débat d'orientation, il nous semblait plus judicieux de nous comparer à des collectivités voisines. Donc, à moins que vous ayez des questions sur ce tableau, je suis tout à fait prête à y répondre. Je vous propose de passer directement au tableau où on a choisi donc de se comparer avec, donc je vais vous citer les villes, Homboureau, Béronne, Petite-Rosselle, Boulay, Folquemont et l'Hôpital. Donc voilà, c'est des villes que l'on connaît tous et qui correspondent à notre strate. Voilà pourquoi nous les avons choisies. Et donc, je pense que vous avez pu faire le comparatif. On vous a remis également en vert la moyenne de la strate. Donc on a repris du tableau précédent. Alors concernant les produits de fonctionnement, nous y retrouvons donc les impôts locaux, les autres taxes, la dotation globale de fonctionnement, le fonds de compensation de la TVA. Dans les charges de fonctionnement, vous avez les charges de personnel, les achats et charges externes, les charges financières, les subventions versées, les contingents. En bas du tableau, nous vous avons remis les excédents bruts de fonctionnement. Donc, vous voyez, la strate est à 18,68,
Nous sommes à 27,82, Homboureau 13,50, Béarn 19,54, Petite Rosselle 14,28, Boulay 16,15, Folquemont 13,63, l'Hôpital 14,7. Comme le disait Monsieur le maire tout à l'heure, nous avons une capacité d'autofinancement supérieure à la strate, qui nous permet quand même de voir l'avenir et puis de mener à bien nos différents projets. Alors on vous a également remis l'endettement. Nous avons prévu une explication tout à l'heure. Enfin, on l'avait déjà vu l'année dernière. C'est vrai que notre taux d'endettement, lui par contre, il est supérieur du fait du prêt Dexia. Et donc vous voyez dans les encours, nous retrouvons donc la nuitée totale sans le fonds de compensation de l'État. Et sur la ligne 3, on y retrouve donc juste la différence. Et là, on voit que notre ratio est quand même nettement meilleur. Oui. Oui. Donc, concernant nos charges de fonctionnement, alors, vous savez tous que l'année 2020 donc, a été marquée par la crise sanitaire. On a voulu ressortir un peu les chiffres. Et donc, c'est vrai que le coût des achats de masques, de gel, de produits désinfectants, des plexiglas, enfin toutes les mesures que nous avons dû mettre en place, nous ont coûté environ 34 000 €. Alors, parallèlement, bien sûr, on a eu des dépenses qui se sont vues à la baisse. Alors, on avait fait une commission des finances et c'est vrai qu'on a débattu là-dessus et c'est pour ça que je suis allée faire des recherches supplémentaires pour vous donner plus d'informations. Je suis allée vraiment rechercher, faire un petit comparatif par rapport à nos dépenses de fonctionnement. Alors, sur les dépenses au chapitre 11, donc on a 50 600 € de moins. Alors, on a compté donc 7 000 € pour les repas chauds de la cantine, moins 5 000 € pour la consommation d'eau. Alors, vous allez me dire, quand vous regardez en détail, effectivement, la consommation d'électricité, elle, par contre, elle a augmenté de 6 000 €. Le chauffage, donc pour ce qui concerne la mairie, les écoles, les salles de sport, le foyer, on est à moins 14 000 €. Les carburants pour les véhicules, on est à moins 5 000 €. Dans le poste 611, on a notamment le feu d'artifice, moins 4 600 €. Et moins 15 000 € pour les spectacles culturels qui ont été annulés. Donc à cela, on rajoute le supplément pour les dépenses du Covid qu'on a estimé à environ 34 000 €. Donc ça nous fait un impact sur les dépenses de financement tout de même de moins 16 600 €. Alors j'ai fait le même exercice pour les recettes. Donc là par contre, c'est la page d'après. Ce sont notamment les régies qui ont été impactées, que ce soit la régie culturelle pour moins 23 600 €, la régie des marchés, moins 9 800 €, l'exonération de la TLPE, moins 47 000 €. Donc ça nous fait quand même une perte de recettes de 80 400 €.
donc qu'on a souhaité directement lié à la Covid. Hein. Donc ça nous fait un bilan sur le budget qui est quand même de 63 800 € qu'on estime par rapport à la pandémie. Alors, je tiens quand même à préciser effectivement que par rapport aux charges, les entreprises ont pu bénéficier d'aides, par exemple pour le chômage partiel, ou les personnes qui ont dû rester à la maison. Nous, les collectivités, nous n'avons perçu aucune aide de l'État. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur le tableau. Juste par rapport aux aides, effectivement, on n'a aucune aide, mais c'est général, c'est propre à toute ville de France, quoi. Oui, c'est pour l'ensemble des collectivités. À l'ensemble oui, des collectivités. Oui, oui. Merci. Alors, je sais pas si vous savez ce que représente. Je pense que je l'avais déjà dit l'année dernière. On l'avait expliqué, les atténuations de charges, parce que là, on voit quand même une augmentation. Les atténuations de charges, ce sont les remboursements de l'assurance lorsque les personnes sont en maladie. Et concernant les produits exceptionnels, donc ça concerne pour 2020 la vente des terrains pour terrain du Neufeld pour un montant de 131 200 €. Et vous vous souvenez, l'année dernière, on vous avait pris comme exemple la vente du camion Ben pour les ateliers. Donc ça rentre en produit exceptionnel. Donc pour 5 154 €. Donc voilà l'explication des produits exceptionnels. Les fonds de concours de l'État, donc la dotation globale de fonctionnement, est la principale source de financement pour notre ville. Donc elle représente 60% des recettes de fonctionnement. Donc le cumul de la DGF pour 2020, c'est 4 780 291. Donc en augmentation de 0,81%. Alors effectivement, elle est toujours en augmentation, mais vous pouvez voir que l'augmentation est de moins en moins importante, malheureusement. Donc pareil, je reviens pas sur l'explication de la péréquation concernant les différentes aides, la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité rurale, dotation de solidarité urbaine et la dotation nationale de péréquation. Alors, concernant l'analyse de la dette, donc on n'est plus rentré en détail dans le DOB cette année, on vous l'avait bien expliqué l'année dernière. Je vais pas non plus vous relire tous les chiffres. Par contre, l'année dernière, effectivement, lors d'une commission, on s'était posé la question de demander le rachat des emprunts. Parce que, comme vous pouvez voir, les taux, ils sont à 4,75% ou 3,25%. C'est vrai que par rapport aux taux qu'on a l'habitude de voir en ce moment, on est quand même bien en deçà. Donc, on a fait la demande au niveau de la banque. Et donc, il fallait racheter le prêt et donc payer les indemnités de dommages et des intérêts correspondant à 5% du capital restant. Donc je vous avoue que ce n'était pas du tout intéressant et donc on ne peut pas racheter ces prêts, on continue à les rembourser ainsi. Alors là, vous voyez le graphique, effectivement, quand on voit l'évolution de la dette, on prend en compte l'annuité globale. En rouge sur le graphique, on vous a mis donc le fonds de soutien qui est à environ 845 000 €.
Et donc, la charge résiduelle, c'est la courbe verte, donc qui est quand même plus parlante. Alors, je vous propose donc les comptes provisoires pour 2020. Donc, concernant l'investissement, nous avons l'aménagement cité scolaire, 109 000 euros, l'aménagement avenue Saint-Jean, 1 636 682. Alors, effectivement, on avait un chapitre concernant l'habitation du concierge. Et lors des études, il nous a paru plus judicieux que ce logement soit partie intégrante de la réhabilitation du COSEC. Ensuite, suite à l'acquisition de l'ancien Norma, il y a également une phase d'étude qui a donc été lancée en 2020 pour permettre de déterminer un coût prévisionnel des travaux. Alors c'est pourquoi cette année sur l'aménagement, enfin en 2020, sur l'aménagement place du marché, vous n'avez que les 3 767 euros, ça concerne les études, une partie des études. Alors parmi les autres réalisations, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a la réalisation d'une aire de jeu pour les enfants au Brouskir, la création du terrain futsal, donc qui devrait s'achever en 2021, le désamiantage de la morgue de la cité afin de pouvoir entamer les travaux de réhabilitation. Il y a également divers travaux de voirie, l'installation de diverses caméras, notamment dans les entrées de ville, la réfection du clocher de l'église, donc pour un total des dépenses de 3 726 418. Ah pardon, oui. Oui, intervenir par rapport, vous avez parlé d'aménagement, les aménagements au cimetière. Quel aménagement vous allez effectuer? Parce que là, j'ai été sur le terrain et j'ai remarqué quand même qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau de la sécurité dans le cimetière. J'ai pris quelques clichés, je vous les montrerai tout à l'heure. Alors justement, au budget, donc nous allons le budget primitif que nous allons vous proposer, nous avons pris en compte le réaménagement de l'ensemble du cimetière. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais nous avons l'intention de faire les travaux. Voilà. Oui, parce que comme je vous ai dit, j'ai été faire un tour et j'ai vu qu'il y avait quand même, est-ce que ces aménagements vont faire partie, je ne sais pas. Alors j'ai quand même pris comme je vous ai dit, quelques photos pour vous montrer qu'il y avait quand même un problème qu'il faudrait régler assez rapidement. Je veux parler par exemple des chemins. J'avais discuté avec des entrepreneurs des marbriers qui me disaient que la situation du cimetière de Farebersviller commence à poser quelques soucis, voire quelques problèmes, parce que les chemins sont trop étroits. Pour l'instant, ça va encore un petit peu parce que le cimetière a encore énormément de place, mais dans l'avenir, il faudra quand même prévoir c'est l'agrandissement de ces chemins. Il me disait que ça va être de plus en plus compliqué. Alors, j'en avais parlé déjà à Monsieur le maire il y a quelques années. Et David, permets-moi de te couper la parole parce que tu vas de nouveau faire un monologue de 30 minutes. Tout vient à point pour qui sait attendre. Quelqu'un qui a pu visiter le cimetière du village peut se rendre compte de la qualité qu'on a mis là-bas. Donc on va transposer la même chose au cimetière de la cité.
Je pense que le problème est résolu. On n'a pas besoin de photos, on le sait. Mais moi, je n'ai pas de baguette magique non plus pour transformer la citrouille en carrosse. Tout vient à point pour qui sait attendre. Voilà, merci. Merci, monsieur le maire, vous avez raison de me couper la parole. Vous me la coupez souvent, je crois, la parole. Oh là. La première fois. Mais parce que pour le peu la de temps. dernière fois, quand vous êtes intervenu, alors que ce n'était même pas à l'ordre du jour, je vous ai laissé libre cours. Ça a duré 20 minutes. Les pauvres secrétaires ont pu s'arracher les cheveux rien que de devoir remettre au mot par mot vos propos que vous avez lus pendant ce temps. Alors, on va quand même continuer parce que là, vous interférez sur un débat d'orientation budgétaire. Merci. D'accord, je voulais juste parler, monsieur le maire, de sécurité. Je peux même vous donner le montant que nous avons mis au budget primitif, pardon. Nous avons une enveloppe de 480 000 € pour le réaménagement du cimetière. Voilà. Alors, concernant les investissements de recettes, alors nous avons répertorié donc l'excédent de fonctionnement de 1 557 107 €. Les différentes subventions. Donc on a la subvention DETR pour les équipements sportifs pour 69 000 €, la DETR pour la sécurisation des écoles pour 13 000 €, le solde de la subvention régionale pour le City Stade de 24 000 €, le premier acompte du département pour les travaux de l'avenue Saint-Jean pour 201 000 €, la subvention FIPD pour la vidéoprotection, 19 000 €. La participation du CELEM pour les travaux d'éclairage public, 2 500 €. Donc il faut savoir que l'autofinancement représente près de 90% des recettes. Abstraction faite, bien sûr, de l'excédent d'investissement 2019, qui a été reporté. Donc je vous propose de passer au budget eau potable. Donc je vous rappelle que c'est un service public industriel et commercial. Donc vous savez que la compétence eau potable, nous l'avons gardée au niveau de la ville, alors que la compétence assainissement, nous l'avons transférée à la communauté des communes en 2015. Alors on vous rappelle quand même ici que concernant les communautés d'agglomération, la compétence eau potable a dû se faire et nous avons un petit délai, oui, puisque la compétence de l'eau, normalement, devrait se faire en 2026. Alors, pour le budget, les dépenses d'investissement, 120 169 €. Les recettes d'investissement, 114 491 €. Les dépenses d'exploitation, 176 625 €. Recettes d'exploitation, 269 569 €. Donc pour mémoire, nous vous rappelons l'excédent d'investissement 2019 de 34 200 € et l'excédent de fonctionnement 2019 de 51 753 €. Alors, justement, lors des travaux, nous avions une partie sur l'avenue Saint-Jean qui a été faite par le budget de la ville concernant le renouvellement d'un réseau. Et ces travaux-là, donc, nous allons les impacter dans le budget eau potable, puisque c'est pas à la ville de payer pour le budget eau. Donc voilà, nous allons faire le transfert de ce paquet investissement, de ce montant sur le budget eau.
Alors oui, la délégation donc du service public, nous l'avons validée le 1er mai 2020. Donc nous avons choisi un nouveau délégataire, hein, la S2E, pour une durée de 12 ans. Alors concernant la dette du budget eau potable, donc là vous avez les différents prêts. Nous en avons 3, dont un qui se termine en 2022. Concernant le budget lotissement, donc il y a des opérations d'ordre, hein, sur ce budget, hein. En dépenses d'investissement, 448 855. Vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais fait l'explication, hein, qui se retrouve avec les petites flèches, hein, qui se retrouvent donc en recettes de fonctionnement, 448 855 euros. Les dépenses de fonctionnement, on avait les terrains aménagés, les achats d'études, les prestations de services et les travaux. Donc cette tranche devra aboutir à 15 terrains à bâtir, et donc 14, oui. Excusez-moi, 14. Et donc concernant le mode d'attribution et le montant à allouer pour l'art, je vous propose de faire une commission de travail où on pourra échanger et voir quelle sera la meilleure façon d'opter. Merci pour cette information, parce que on tenait juste à rappeler que lors de la dernière commission des finances, parce que c'était un vrai sujet, l'attribution des parcelles, notre position c'était de savoir, parce que maintenant on est dans le chiffrage, je vais essayer d'être court, hein, je vais essayer de pas dépasser mon temps, puisque la démocratie locale elle a un temps. On a demandé, enfin notre position par rapport à l'attribution des parcelles, on avait demandé, essayer de réfléchir à la manière dont on pouvait le mettre en place. Monsieur le maire a évoqué la question de donner aux 14 premières personnes inscrites sur la liste, puisqu'aujourd'hui il y a 60 candidats, alors que notre position aujourd'hui, formelle et officielle, c'était d'en faire un tirage au sort pour que ce soit le plus équitable possible, quoi. Et pour pouvoir permettre dans une justesse de permettre l'accès à la propriété au plus grand nombre, quoi. En tout cas, et ce qui nous intéressait, c'était de connaître le prix de l'art, parce que je pense qu'on y est avril. Donc vous projetez une réponse pour le mois de septembre, c'est ce que vous disiez lors de la commission, si je me trompe. Donc si on pouvait vraiment travailler activement à ce sujet, je crois que ce serait une bonne chose, quoi. Et justement, c'est pour ça qu'on voudrait faire une commission pour justement avoir toutes les données et pouvoir en débattre et travailler entre nous. On va y participer activement. Je vais quand même, apporter une autre explication pour avoir contacté certaines personnes qui, parmi les premières, depuis 3 ans, nous asticotent systématiquement pour dire voilà, moi je suis parmi les premières à vouloir y habiter. Je trouverais anormal que ce soit celles qui arrivent en dernière minute, les ouvriers de la 11e heure, qui seraient pris par rapport à ceux qui attendent. C'était ce que je vous avais dit, mais peut-être que le prix que nous allons définir lorsque le marché sera finalisé, ou du moins lorsqu'on saura combien que ça coûtera à peu près, il y aura peut-être des prix rédhibitoires qui feront que les premiers concernés ne pourront plus y souscrire par rapport à leur demande d'emprunt, et donc forcément on peut aller de l'avant. Mais rien n'empêche la commission de se réunir pour trouver le juste milieu, dans la mesure où il faut aussi respecter, je dirais, le fait que des gens attendent depuis 3 ans désespérément, et ils comprendraient mal qu'ils puissent comme ça être remplacés par d'autres qui arrivent à la dernière minute. C'est ce que j'avais dit. Merci de la précision, mais c'est absolument pas ce que je disais. Oui. Je crois qu'on est victime vous êtes victime du succès. Oui. Donc tant mieux, c'est une très bonne chose. On veut rendre cette ville attractive, tant mieux.
Je ne néglige en aucun cas la démarche de chacun par rapport à ça. Aujourd'hui, simplement, il y a 60 personnes, 60 candidats. C'est ce que vous me disiez. Donc, j'essaie de trouver une solution la plus juste possible. Donc, je ne divise pas. J'essaie de voir comment on peut faire pour essayer de répondre de la meilleure des façons, dans une intégrité parfaite à la demande de chacun. D'accord. Merci. Voilà. Petite nouveauté donc pour cette année, hein, on s'est amusé. Alors je sais pas si c'était un amusement, mais on s'est cassé la tête avec tous les chiffres pour essayer de faire une prospective jusqu'en 2023. Alors concernant donc la section de fonctionnement, alors on a essayé d'être... alors attention, hein, il s'agit juste d'une prévision des réalisations, hein, en aucun cas d'une autorisation budgétaire. Hein, voilà, on prend des précautions, on essaye voilà, d'avoir une vision à long terme. Je pense que c'est intéressant de le voir justement parce qu'on a quand même des projets ambitieux et voilà, de voir où on va et de travailler de façon très prudente et réfléchie. Alors je vais pas vous relire l'ensemble du tableau. Je sais pas s'il y a des questions. Alors concernant par exemple les produits exceptionnels, nous n'en avons pas mis. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas une boule de cristal, on ne sait pas quels seront ces produits, donc on a préféré être très 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 vigilant sur ce point. On a essayé d'être le plus juste, en sachant hein, qu'il y a toujours des imprévus hein, qu'on ne peut pas mesurer. Voilà, donc à prendre avec précaution. Donc de même pour la section d'investissement. Alors, pour ceux qui se sont amusés à faire le calcul, hein, vous voyez l'excédent de fonctionnement, il y a une différence. Hein, si vous voyez l'excédent de fonctionnement 2019, il était à 1 556 000... Attendez, je vous le mets... Mince, pourquoi est-ce que... Bon. 1 556 571,50. Et lorsqu'on le retranscrit en investissement, on est à 1 557 107,10. Alors vous vous souvenez, l'année dernière, quand on a voté l'excédent de fonctionnement, on avait un écart puisqu'il y avait 535,60 € qui concernait la clôture du syndicat du collège. Voilà l'écart. Alors, pour les projets 2021, donc nous avons l'aménagement et la sécurisation de la place du marché. Budgétairement, nous avons mis 2 millions d'euros. Les études pour les projets Petite Ville de demain, nous avons budgété 100 000 €. L'aménagement du cimetière de la Cité pour 480 000 €. Le village, c'était 160 kf, donc 3 fois plus. Oui. On ne peut pas raisonner en termes de pour village vous et de dire, cité. On est sur un territoire, on est sur une ville. Oui. Donc si le cimetière de la cité nécessite 400 000 € et si celui du village nécessite 800 000 €, ça fait partie de Farébersvillers dans les deux cas de figure, quoi. Non, mais c'était pour vous donner, d'accord. disons, la qualité qui a été retenue au village, elle sera 3 fois conséquente au cimetière à Cité, puisqu'il est à peu près 3 fois plus grand. Donc on devrait avoir le même rendu au niveau de la qualité des allées et ainsi de suite.
Au budget, nous avons également prévu le remplacement des ampoules d'éclairage public par des LED pour 300 000 euros. Concernant la police municipale, l'aménagement des locaux, l'achat d'un véhicule et du mobilier pour 260 000 euros. Le réaménagement de l'accueil de la mairie pour 45 000 euros. Nous avons des travaux divers, notamment la clôture à l'école Arc-en-Ciel, l'arrosage automatique pour les espaces fleuris, le remplacement des portes-balcons des logements du groupe 1, la fin donc des travaux de l'avenue Saint-Jean, du terrain futsal, la réhabilitation donc de la morgue et le remplacement des caméras et enregistreurs. Mais bon, nous aurons l'occasion au niveau du budget de revoir en détail l'ensemble des investissements prévus pour 2021. Alors nous avons voulu vous mettre les projets que nous souhaitons réaliser dans le cadre des petites villes de demain. Alors, ça concerne dans un premier temps de nouvelles structures ou alors la modernisation de bâtiments, notamment, on l'a déjà budgété pour 2021, le poste de police, une ludothèque, médiathèque, le petit gymnase, mais également le COSEC. La création d'une forêt au niveau de l'ancienne décharge pour une superficie d'environ 5 hectares. L'acquisition également de l'étang du Brouskir pour en faire un lieu de détente, de promenade. On a également un projet de jardin partagé qui permettrait de mettre en place donc des chantiers d'insertion et d'ateliers d'économie familiale. Donc nous vous présenterons, nous avons tout un projet sur justement ces jardins partagés avec tout ce qui en partenariat avec TEDA, qui se retrouveront en limite de propriété entre Phare et TEDA. Également à l'étude un parc photovoltaïque sur les bâtiments publics, un pôle de santé, des commerces de proximité. On a également étudié, on voudrait mettre en place l'idée de créer quelque chose avec les commerçants locaux. On pensait à un click and collect. On voudrait faire vraiment une commission de travail là-dessus pour essayer de voir quel est le besoin de la collectivité et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant tout en étant innovateur. Un écoquartier en partenariat avec CDC Habitat. On pensait à des papilofts ou un accès libre à la propriété. On a également le projet de mettre des aires de jeu. Les travaux de sécurisation de la Grand Rue. Et le réaménagement de la salle de spectacle. Donc voilà les grandes lignes pour les projets que nous voudrions mettre en avant dans le cadre des petites villes de demain. Concernant l'ensemble des projets futurs, on a la certitude que tout ce que vous énumérez là, ils sont éligibles au dispositif Petites Villes de demain? Oui. Ce sont les principaux projets que nous avons mis en avant dans notre dossier de candidature et donc qui répondent aux critères pour justement les petites villes de demain. Je voudrais justement en profiter pour saluer ce dispositif qui arrive à Phare-et-Berzulaire, donc qui est une très bonne nouvelle. Et je voudrais à cette occasion, puisque j'ai participé au dernier conseil communautaire, remercier Monsieur Lang, président de la communauté de communes, et Monsieur Muller, le maire d'Amboureau, et le maire de Phare-et-Berzulaire, qui ont pu s'unir
et qui a pu, cette union a pu nous permettre à nous de bénéficier et de s'inscrire dans ce dispositif, quoi. Il serait peut-être bien que l'ensemble de nos collègues le sachent et que la population idem, parce que c'est un vrai changement demain qui se projette. Donc je voudrais vraiment saluer l'initiative de Monsieur le Président, Monsieur Pierre Lang et de Monsieur Muller. Alors effectivement, hein, dans le cadre des petites villes de demain, l'État souhaitait que ce soit des conventions qui sont signées par les communautés de communes ou communautés d'agglomération. Ce qui nous paraissait tout à fait cohérent, puisque nous travaillons et nous voulons que nous mettons en place le meilleur pour notre territoire. Et donc le territoire ne s'arrête pas à Phare-Hébersuler, mais c'est vraiment une vue d'ensemble au niveau de la communauté d'agglomération, effectivement. Par contre, ce que nous souhaitons aussi, c'est une convention qui est signée pour un chef de projet commun, mais que chaque ville reste maître d'œuvre sur son territoire, bien sûr. Parce que tu as évoqué un certain nombre d'idées d'attractivité. Il y a moins d'un an de ça, on évoquait justement l'aménagement de la place du marché, enfin de la place de Lorraine, pardon. On soulevait le manque d'ambition à nos yeux par rapport à l'aménagement, et qu'aujourd'hui on nous parle de click and collect. Tu vois, on parlait de commission pour essayer de rendre cette ville un peu plus attractive et surtout qu'elle puisse répondre aux services de la population. Donc ça prouve que même vous, en moins d'un an, quoi, avec l'union et les choses évoluent, quoi, positivement pour l'intérêt général. Si vous voulez, je voudrais quand même apporter quelques éclaircissements. Ça n'a pas été facile finalement d'intégrer Phare-Hébersuler au départ dans les PPD. Je suis intervenu lors de l'arrivée du préfet au Burghoff pour plaider la cause de la ville, et je n'ai eu de cesse avec Madame le sous-préfet à ce qu'on puisse effectivement avoir un trio avec Amboureau, Frémin et Phare, parce qu'on a à peu près des spécificités qui sont toutes les mêmes au niveau de l'après-mine et ainsi de suite. Et je me félicite d'ailleurs d'avoir été intégré. C'est un mariage de raison. Chacun après travaillera en autonomie. Il faut savoir que les 3 millions à peu près que chaque année nous on peut injecter dans le circuit feront effet de levier, parce qu'au niveau de l'Agence nationale de cohésion des territoires, au niveau des banques et ainsi de suite, il y a sans doute des aides possibles. Effectivement, on a demandé à ce que, au niveau du commerce local, en liaison avec les commerçants, au travers d'une formation, je dirais, mutuelle, ville et partenaires de commerçants sédentaires, d'avoir une espèce de plateforme digitale où ils peuvent, en dehors de leur pratique commerciale, faire aussi appel à ce qu'on appelle le click and collect, comme le disait Marie. Alors il faut savoir que, je dirais, le problème des finances communales conditionne aussi celui des libertés communales. Vous savez, nous, on est une ville qui n'a de nom que par le nombre de ses habitants, mais on n'a pas le standing d'une ville, je dirais, à même échelle, parce qu'elles sont plus riches. Il faut savoir que les houillères, à l'époque, ont tout fait pour créer autour des cités dortoirs des déserts, pour éviter qu'il y ait des entreprises concurrentes qui s'installent et qui accaparent la main-d'œuvre. C'est pour ça que Ford est par exemple parti à Sarrelouis, et que bizarrement, parmi les villes les plus pauvres se trouvaient Beren, Phare-Hébersuler, Gennevilliers et ainsi de suite. Ce qui prouve aussi que l'État a quand même été grand frère dans cette démarche pour nous doter d'aides spécifiques, tant mieux, mais nous ne pouvons pas non plus emprunter, sinon on serait dépendant, je dirais, des bailleurs ou des banquiers. Le patrimoine vieillit, il a plus de 50 ans d'existence, il faut le restaurer, il faut imaginer le vivre ensemble qui passe nécessairement par de nouvelles réalisations appropriées par rapport
aux besoins exprimés de toute la population. On parlait de médiathèque, l'idée c'était peut-être d'accoler à côté du Saint-Exupéry une telle structure, pourquoi pas? Mais tout ça sera fait en liaison avec, je dirais, les commissions qui travailleront dessus. Toujours est-il que moi je me félicite d'avoir pu tempérer ces dépenses de fonctionnement, puisque c'est elles qui vont alimenter après les recettes d'investissement. Et encore une fois, la capacité d'autofinancement est importante et la dette est très minime par rapport à d'autres collectivités. Donc moi, je vois avec vous l'avenir serein. Il faudra qu'on se batte ensemble pour imaginer de nouvelles structures et pour faire en sorte que la ville de Faré-Berzulaire soit une ville qui réussisse à la campagne. C'est d'ailleurs un peu le leitmotiv qui nous a conduits depuis le désengagement des houillères pour réussir une nouvelle mutation. D'ailleurs, il y en a des projets économiques aussi importants derrière. Voilà à peu près le mot de la conclusion. Y a-t-il des choses à rajouter au... Oui, si vous permettez. Oui. Monsieur le maire, c'est bien d'avoir. Je disais ça simplement dans la mesure où aujourd'hui on a un vrai tournant. Vous l'avez évoqué. Aujourd'hui, votre discours de politique générale, il est complètement différent de ce que j'ai pu attendre ces 10 dernières années. Donc tant mieux. C'est une bonne évolution. Vous parlez de l'État. Aujourd'hui, on fera part de nos observations financières lors du vote du budget. 60% de dotation, ce n'est pas rien. Ça prouve que l'État est aussi à nos côtés. Vous faites part de l'historique. Effectivement, on est tous, pour la plupart, des enfants de mineurs. Donc, il y avait une logique économique qui était présente sur la ville et sur la région. Aujourd'hui, il y a un enjeu de territoire. Et je pense que dans l'union, telle que vous l'avez évoqué, la présence et l'appui politique d'un président de la communauté de communes qui c'est Monsieur Perlang et de maire d'Amboro et de la vôtre, je pense que c'est bénéfique pour notre avenir. Donc les enjeux sont très importants. À nous aujourd'hui de saisir la balle et de ne pas répéter les mêmes erreurs qui ont pu être faites par le passé. Et dans ce sens-là, on soutiendra la démarche. L'État investit aujourd'hui 3 milliards d'euros pour 100 communes. Donc on est ravis d'appartenir à ce dispositif. On sait très bien que vous avez essayé de vous battre pour l'ANRU, la politique de la ville, ce que nous n'avons pas obtenu. Certes, on l'a eu par le passé. Aujourd'hui, on va accompagner cette démarche parce que elle s'inscrira dans le futur de notre ville, quoi, tout simplement. L'histoire est présente, c'est un héritage. Il faut regarder l'avenir. Et aujourd'hui, l'avenir va s'inscrire dans ce dispositif Petite Ville de demain. Voilà ce que nous on voulait vous dire. Je récuse quand même un peu vos propos de dire que pendant 10 ans on n'a rien fait. Quand quelqu'un vient de l'extérieur visiter la cité, il est admiratif par rapport à tout ce qui a été fait. Mais vous me coupez la parole. Mais non, mais parce que moi je vous ai laissé parce que parler. je vous coupe la parole parce que j'essaie de construire à vos côtés et vous êtes obtus dans la mesure où je me suis pas permis de juger les 10 dernières années, pardon. Si, je parle du futur. Je dis qu'aujourd'hui, nos politiques, dont le président de la communauté de communes et le maire d'Amboro et vous-même, on a pu, grâce à votre intervention et au soutien de cette unité, profiter de ce dispositif qui est un tournant pour demain. Tout simplement, Bon, on aura largement le temps de débattre sur d'autres points, mais en tout cas, à ce sujet-là, il était quand même important que nos concitoyens en prennent conscience, quoi. Qu'il y a une logique de territoire et qu'aujourd'hui, on doit défendre notre logique de territoire sans perdre notre souveraineté locale, on est bien entendu. Voilà. On va pas continuer, sinon on ferait du monologue sans fin pour alimenter un discours qui n'a plus sa raison d'être. Le point 6, actualisation du tableau des effectifs communaux. Je le prends. Donc, il faut rajouter un poste d'adjoint technique principal deuxième classe et une suppression d'un poste d'adjoint technique. L'ajout d'un poste d'adjoint administratif principal première classe et suppression d'un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe, ainsi que le recrutement d'un attaché principal
et la création d'un emploi fonctionnel de DGS. Ce sont deux emplois différents, mais avec un seul poste. Y a-t-il des questions? Sinon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le débat étant clos, je vous souhaite une agréable après-midi et donc au prochain conseil, je crois que c'est le 10 avril. Hein, oui. Bonne fin d'après-midi. Il fera un courrier. Ouais. Hein? Ouais.